Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Mac sur i24 News. On va parler d'agriculture aujourd'hui au sein de l'autorité palestinienne. Tout d'abord avec cette initiative écolo d'une société locale qui tente de développer et promouvoir les engrais naturels. Vous verrez que le projet bénéficie de soutien inattendu. Et puis nous irons en Europe, en Italie. Les temps sont durs et les habitudes ont changé. La crise pousse les chômeurs italiens à remplacer les travailleurs étrangers pour assurer les vendanges. Comment en est-on arrivé là? Réponse dans un instant. Enfin, c'est un voyage en Afrique que nous vous proposons en fin d'édition, un continent qui souffre toujours de la faim. Mais vous le verrez, pour certains, les solutions existent. Immersion dans quelques minutes en Ouganda, où le soja est devenu synonyme d'espoir. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence par l'essentiel de l'actualité économique du jour et on jette d'abord bien évidemment un coup d'œil sur les États-Unis où le blocage budgétaire est toujours au cœur de la polémique entre démocrates et républicains. La bourse de New York résiste à la panique, mais hier Barack Obama a invité Wall Street à s'inquiéter un peu plus des conséquences du shutdown au deuxième jour de la paralysie de l'État fédéral. 800 000 fonctionnaires, on le rappelle, sont toujours au chômage technique. L'occasion pour le président américain d'accuser une nouvelle fois ses adversaires républicains coupables, selon lui, de faire passer des intérêts partisans avant les impératifs nationaux. Le chef de la Maison-Blanche qui n'a pas caché son exaspération vis-à-vis du camp conservateur. Pas question de transiger, dit-il, sur le budget dont la pierre d'achoppement reste, on le sait, la réforme de la santé, l'Obamacare. Nous n'allons pas nous engager dans une série de négociations. Et la raison, John, est très simple. Si nous commençons à prendre l'habitude d'autoriser une branche extrémiste ou un parti, qui soit démocrate ou républicain, à extorquer à la Maison-Blanche des concessions qui menacent l'image des États-Unis, alors pas seulement moi-même, mais aussi le président qui prendra ensuite ma place, ne pourra gouverner correctement. Et je ne vais pas laisser une telle situation se produire. Voilà, Barack Obama qui recevait hier des dirigeants des plus grandes banques américaines à la Maison-Blanche. Et pendant ce temps, du côté des Républicains, eh bien, on accuse le président de refuser la négociation. John Boehner, le président de la Chambre des représentants, était lui aussi convoqué à la Maison-Blanche hier. Et en sortant de la réunion, vous le voyez, il a fustigé le manque de volonté des démocrates à s'asseoir pour négocier. Les Républicains, on le sait, veulent supprimer le financement de l'Obamacare en échange d'un vote sur le budget fédéral. Les 4 projets de loi qu'ils ont soumis en ce sens ont tous été rejetés. L'impasse est partie pour durer. Le président a redit ce soir qu'il ne négocierait pas. Nous avons un gouvernement divisé. Les démocrates contrôlent la Maison-Blanche et le Sénat. Les républicains contrôlent la Chambre des représentants. Nous avons envoyé 4 propositions différentes à nos collègues démocrates au Sénat et ils les ont toutes rejetées. Allez, cap sur l'Europe maintenant, et c'est dans un contexte toujours incertain que la BCE se réunissait hier à Paris, et on pouvait s'y attendre, c'est le statu quo pour lequel a opté Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne. Pas de changement donc pour le principal taux directeur qui restera à son plus bas historique, 1,5%, un niveau qui avait été atteint au mois de mai. Pas de changement non plus pour le taux du prêt marginal à 1%, ni pour celui de la facilité de dépôt à 0. Une politique monétaire inchangée qui s'explique par une reprise jugée toujours insuffisante, comme l'a souligné ces derniers jours la faiblesse de l'inflation dans la zone euro, 1,1%. On écoute Mario Draghi. S'appuyant sur notre analyse économique et monétaire, nous avons décidé de maintenir les taux directeurs de la BCE inchangés. S'agissant de l'avenir, notre politique monétaire restera accommodante aussi longtemps que nécessaire. Et puis un changement notoire dans le domaine de l'énergie, les États-Unis passent devant la Russie en termes de production d'hydrocarbures. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis ont produit en juillet l'équivalent de 22 millions de barils de pétrole contre 21,8 pour la Russie. L'an dernier, c'est dans le domaine de la production de gaz que Washington avait dépassé Moscou. L'essor de la production américaine s'explique en grande partie par les nouvelles technologies d'extraction du gaz de schiste. Mais les experts s'inquiètent des effets pervers d'une baisse des cours qui rendrait peu rentable le gaz de schiste dont la production, on le rappelle, reste très coûteuse. Et toujours à ce propos, on l'a appris tout à l'heure, Joaquín Almunia, le commissaire européen à la concurrence, pourrait accuser formellement le géant russe Gazprom d'entrave à la concurrence. Gazprom qui risque une amende de plus de 10 milliards d'euros.
Et on passe au premier dossier de cette édition. L'agriculture occupe une place importante dans l'économie palestinienne puisqu'elle emploie 15% de la population active. Une entreprise tente de promouvoir une agriculture davantage respectueuse de l'environnement. Au programme, la récupération des énormes quantités de feuilles de palmier desséchées dans la région de Jéricho. Et à la clé, une subvention d'$1 million du gouvernement japonais. Regardez. La révolution verte. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce concept n'est pas uniquement réservé aux riches occidentaux, ni aux consommateurs de produits bio. C'est une notion d'ordre mondial. Une société palestinienne, appelée Baladna Compost, récolte les feuilles mortes de palmiers dans la vallée du Jourdain, près de Jéricho. Son objectif, créer de l'engrais naturel. Pour cela, elle bénéficie d'une subvention d'$1 million de la part du gouvernement japonais. Le palmier, symbole de la région, offre des opportunités durables pour les entrepreneurs palestiniens en Cisjordanie. Il mise sur l'intérêt mondial pour l'agriculture biologique, un intérêt croissant d'année en année. Nous avons d'énormes quantités de feuilles de palmier à sécher, ainsi que des tonnes de déchets de plantes qui contiennent une valeur nutritive qui peut être utilisée pour faire des engrais naturels. En plus, ce compost est peu coûteux pour les agriculteurs. L'entreprise, qui emploie aujourd'hui 15 salariés, est la première du genre dans la région. Et même si elle a de grandes chances de réussir du côté palestinien, elle doit toujours faire face à la concurrence israélienne. Nous sommes les premiers à faire du compost en Palestine, un compost qui est en concurrence avec celui d'Israël. Notre société a commencé sa production et son marketing il y a seulement 6 mois. L'agriculture représente environ 5% du PIB et emploie plus de 15% des travailleurs en Cisjordanie. Les autorités palestiniennes encouragent l'agriculture plus respectueuse de l'environnement, d'autant plus que le compost local est bon marché. Il coûte qu'un peu plus de $2 pour 25 kilos, alors que le prix avoisine $70 lorsqu'il est importé. Certains engrais chimiques sont autorisés à entrer en Cisjordanie. Mais ils ont une teneur élevée en sodium et contiennent généralement du chlore. Et ces produits se retrouvent ensuite dans la vallée du Jourdain. C'est pour ça, et aussi parce qu'il est moins cher, que le ministère de l'Agriculture encourage la production du compost organique. Les engrais naturels sont aussi plus respectueux des terres. C'est donc la meilleure solution à long terme. Sa production et son utilisation devraient augmenter dans la vallée du Jourdain, mais aussi à Naplouse dans les années à venir. Voilà, l'écologie de plus en plus au cœur des problématiques économiques. Alors on va rester dans le domaine de l'agriculture, on va se tourner vers l'Europe à présent avec cette nouvelle illustration de l'ampleur de la crise qui frappe le vieux continent. En Italie, les vendanges étaient jusqu'ici assurées essentiellement par de la main-d'œuvre étrangère, mais la récession a changé les règles du jeu. Ce sont désormais les chômeurs italiens qui se bousculent pour participer à la cueillette du raisin. On voit tout cela avec ce reportage. Marinella a 51 ans. La société pour laquelle elle travaillait a fermé ses portes il y a quelques années. Sans emploi depuis, elle a décidé de faire les vendanges pour gagner un peu d'argent. Tant que tu as un travail fixe, tu ne t'imagines pas que tu seras obligé un jour de faire les vendanges. Mais quand tu l'as plus, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de possibilités de travail. Et puis j'ai plus 20 ans et donc je cherche un travail, oui. Mais entre-temps, je fais ça. Tout comme Daris ou encore Alessandro, 6 des 7 saisonniers de cette exploitation vinicole de l'Oltrepo Pavese au sud-ouest de Milan sont sans emploi et ont moins de 35 ans. En Italie, à l'heure actuelle, il y a une crise, disons, assez importante. Moi, j'ai toujours été barman, serveur. Grâce à un ami, j'ai su qu'il y avait la possibilité de faire les vendanges chez ce vigneron cette année. Et je me suis dit, pourquoi pas ? C'est grâce à une initiative pilotée par la Coldiretti que 3 des 7 vendangeurs ont pu trouver ce travail saisonnier ici. Le syndicat des exploitants agricoles a réceptionné les CV puis les a envoyés aux différents exploitants de la zone qui cherchaient du personnel. Pour la première fois, priorité absolue a été donnée aux Italiens sans emploi, alors que de nombreux étrangers étaient embauchés auparavant. La crise a fait grimper le taux de chômage en Italie. Près de 40% des jeunes actifs n'ont pas de travail selon les derniers chiffres officiels.
Cette année, nous n'avons pris que des Italiens qui habitent le coin. Ces dernières années, nous avions toujours eu des travailleurs étrangers, mais cette année, nous avons réussi à ne prendre que des gens du coin. Ce n'est pas de la discrimination vis-à-vis des étrangers, mais nous sommes heureux en tant qu'exploitation locale de pouvoir donner du travail à des gens de notre zone. Avec un salaire moyen pouvant aller jusqu'à 1 300 € bruts par mois, les demandes ont afflué dans cette zone, célèbre entre autres pour son vin blanc pétillant. Plusieurs dizaines d'exploitations ont décidé d'adhérer à l'initiative de la Coldiretti. Malheureusement, c'est un signe des temps, un signe de la crise. Nous avons reçu énormément de CV de personnes qui voulaient faire les vendanges. Environ 200. Nous avons déjà réussi à en placer une cinquantaine et donc ça nous semble déjà très positif. Une façon également de fidéliser ces travailleurs locaux sur le moyen et le long terme, car hormis la période des vendanges, les exploitants ont aussi besoin de main-d'œuvre à d'autres moments de l'année, comme pour tailler les vignes ou pour la vinification. Et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations, alors que bon nombre d'Italiens avaient ces dernières années délaissé le travail agricole, trop physique et peu rémunérateur. Un Africain sur 5 reste sous-alimenté. En 2013, les chiffres de la FAO ont été publiés mardi. Et si la faim recule dans le monde, eh bien c'est toujours le continent africain qui reste le plus mal loti devant l'Asie du Sud-Est. Un problème qui relève surtout de la gestion des ressources. On va le voir. En Ouganda, l'agriculture est riche, mais 30% des récoltes sont gaspillées chaque année car elles ne sont pas préservées correctement. Un laboratoire local a décidé de s'attaquer au problème. Son pari, la transformation des aliments. Regardez. Des saucisses au soja et du tofu riche en protéines. Martin a fait le pari de lancer ses produits sur le marché ougandais. Dans ce laboratoire de recherche alimentaire de l'université de Makerere, il développe une nouvelle génération d'aliments transformés et donc qui se conservent mieux. L'aventure est encore expérimentale, mais les produits sont déjà en vente dans 10 supermarchés de Kampala. Nous allons dans un supermarché, on installe notre stand, on distribue des échantillons de nos saucisses frites, on fait frire du tofu et on rend les gens enthousiastes avec ça. Mettre l'eau à la bouche des clients, mais aussi tirer profit de la riche production agricole du pays. Et pour le gouvernement qui finance ce programme, le défi est de conserver les fruits, légumes et produits laitiers en les transformant. Actuellement, 30% des récoltes sont gaspillées car ne sont pas consommées assez rapidement. Au pic de la saison, les fermiers n'ont pas assez de financement. Ils finissent par vendre à perte. Donc le gouvernement a décidé de lancer ce projet pour augmenter la valeur de ces produits et baisser les pertes après récolte. Pour Martin, qui ambitionne de produire ses aliments à grande échelle, l'étape suivante est de trouver des investisseurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des personnes qui frappent à notre porte. Et nous sommes déjà en négociation avec des gens qui sont très intéressés par notre travail pour les commercialiser ici en Ouganda et l'exporter vers d'autres pays. Comme beaucoup de jeunes qui ont lancé leur entreprise, Martin a été aidé par l'université de Makerere à Kampala. L'université a donné naissance à une pépinière de jeunes talents qui sont en train, par petites touches, de transformer les habitudes de consommation dans leur pays. Voilà, c'est l'heure du Media Watch. Alors on s'interroge beaucoup ces derniers temps autour des outils de mesure de l'économie, des outils traditionnels avec l'incontournable PIB. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Aujourd'hui vous allez tenter de nous démontrer que le PIB s'est dépassé. Oui, c'est en tout cas ce que dit le site internet de Challenge. Le PIB est trop restrictif. Il ne prend pas en compte plusieurs variables et des variables qui sont pourtant importantes pour comprendre l'économie comme l'emploi, la prospérité ou encore le bien-être. Mais le Bhoutan, donc un tout petit pays en voie de développement qui se trouve entre la Chine et l'Inde, a compris ça il y a déjà bien longtemps puisque depuis 40 ans, il utilise un autre indice qui est le BNB, le bonheur national brut. Et le principe est plutôt simple, oui c'est pas mal. Si les gens sont heureux, ils travaillent plus et surtout ils travaillent mieux et ça c'est bon pour l'économie. Et le BNB a inspiré ensuite d'autres économistes puisque d'autres indices de ce genre ont été créés. Il y a notamment le Better Life Index créé par l'OCDE en 2011, l'indice de prospérité et le petit dernier, l'indice de positivité qui a été créé par l'économiste français Jacques Attali. Alors on veut bien y croire à tout ça, mais comment sont construits ces indices ?
Alors prenons par exemple l'indice de prospérité, il est construit grâce à 8 variables différentes, des variables économiques bien sûr, mais aussi des variables qui concernent la santé, l'éducation, la liberté, le domaine social aussi, bref, il est assez complet. Et pour chacune de ces variables, les pays sont notés et plus la note est basse, meilleure elle est. Ces variables sont ensuite pondérées en fonction de leur importance pour créer un indice pour chaque pays. Donc normalement sur la carte que vous devez voir à l'écran, plus la couleur tend vers le vert, plus le pays a un indice de prospérité faible, ce qui est une bonne chose, et plus la couleur tend vers le rouge, plus le pays a un indice élevé, ce qui est une moins bonne chose. Et ce qui est intéressant, c'est que les pays qui ont un très bon PIB n'ont pas forcément un bon indice de prospérité. L'exemple le plus flagrant, c'est celui des États-Unis. Les États-Unis qui ont donc le meilleur PIB du monde entier, ils ne sont que 12e au niveau de l'indice de prospérité, alors que la Norvège est première, donc deux classements très différents. Alors Johanna, on sait, les marques font généralement leur publicité à la télé, à la radio, sur Internet. Ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux et d'abord Instagram. Oui, c'est un article de Mashable. Instagram, c'est le nouvel outil marketing pour attirer toujours plus de consommateurs. La preuve, 123 des entreprises du Fortune 500 ont un compte sur Instagram. On y reviendra. Merci Johanna, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Media Watch. C'est tout pour cette édition d'Économie le Mag. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt et l'information continue, c'est sur i24 News. Restez avec nous.